Voilà, on y est. Alors, cette vidéo qui va parler de l'amour de soi, du pardon de soi, et oui, encore et encore. Alors oui, effectivement, il y en a beaucoup en ce moment, des conférences, des articles, on parle de ça sous toutes ses formes en fait, sur l'amour et le pardon. Et c'est pas un hasard, c'est que tout simplement, il y a une connexion sur une guidance où il y a une demande. Il y a une demande. Voilà, c'est le moment, comme on dit, hein, c'est le moment. Voilà. Donc, de suite, en introduction, pour ouvrir cette conférence, je vais commencer par répondre à une question de Claude. Alors, je la lis, beaucoup de conférenciers, médiums ont parlé sur ce thème, soit en leur nom, soit en canalisant. Que pensez-vous apporter de plus, de mieux? Alors, de plus, de mieux, je n'en sais absolument rien. Cette question est très importante, car je vais être obligée de vous parler de mon vécu, tout simplement, mon expérience de vie en ce domaine, et donc je vais être obligée de parler de moi, tout simplement. Alors, voilà, moi j'avais une recherche il y a quelques années en arrière sur l'ancrage, car que j'aille voir un ostéo, un kinésio, un magnétiseur, un bioénergéticien et poète, c'était toujours « Oh, vous n'êtes pas assez ancré, oh, vous manquez d'ancrage ». Et je ne me voyais pas du tout comme une personne désancrée. J'avais une image de moi, d'une personne qui habitait vraiment mon corps, puisque j'ai fait de la danse, j'ai fait du théâtre pendant 30 ans, je donnais des cours, j'étais extrêmement physique, j'étais sportive, très physique. Et pour moi, ça ne me parlait pas, je ne comprenais pas. Et ça s'arrêtait là, que je regarde des conférences, des vidéos, que je fasse des formations, que je lise des articles, peu importe. Rien ne me parlait. Jusqu'au jour où une personne relativement anonyme, qui ne passe pas sur les grandes chaînes, qui n'est pas connue, je crois que c'était un article, écrit un article sur l'ancrage, en expliquant que c'était lié à l'acceptation de son incarnation. Waouh! Ça devait faire 2 ans que je cherchais la réponse à ma question. Et cette personne, qui venait de nulle part, qui n'était pas une personne connue, a pu répondre à ce qui résonnait en moi, à ce moment-là. C'est pour ça que j'espère qu'en apportant mon petit speech sur ce que je ressens, sur mon focus, ma façon de voir les choses, je peux peut-être agir de la même manière que cette personne anonyme qui a parlé sur l'ancrage, vous interpeller sur le pardon et l'amour de soi. Voilà, tout simplement. Alors, j'insiste sur le fait que je ne parle pas de ce que je n'ai pas expérimenté. Ça m'est impossible. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. J'en ai fait l'expérience. Good. Alors, on y va. Je vais être obligée de lire, hein, parce que c'est pas facile. Il faut que ce soit quand même assez construit, si on veut arriver à suivre. Alors voilà, je vous pose un décor. Nous vivons sur une planète habitée par 7 milliards d'individus où se côtoient, s'entremêlent des multitudes de races, de cultures, de croyances, avec en chacune des différents niveaux d'évolution, des différents niveaux de compréhension, enfouis sous des principes, des préceptes, des idées, des tabous, des idées préconçues, on va dire. Et
Si nous rajoutons à cela l'impact non négligeable d'une large diversité de reliefs, de climats selon le pays, et nous avons une belle salade de fruits, les optimistes, et un bel imbroglio d'embêtement, pour ne pas dire autre chose, pour les pessimistes. Ceci est un constat réel, un fait objectif que nous appellerons factuel. Alors, afin que vous compreniez mieux le déroulement de cette conférence sur les deux sujets, donc le pardon et l'amour de soi, je vais vous projeter un moment dans une parabole en transposant cette Terre, avec ses 7 milliards d'individus, dans une immense école où se croisent dans les couloirs, les classes, les préaux, des élèves de maternelle et ceux de la fac. Je vous laisse le temps d'imaginer. Ça laisse rêveur, perplexe. Et pourtant, allez, suivez-moi dans une scène où l'on voit, je vais prendre un élève de 4e, expliquer en termes appuyés à un élève de maternelle, dis petit, quand tu arraches le doudou de ton copain de classe, tu te comportes comme un australopithèque et non comme un homo sapiens sapiens. Non, je ne pense pas que l'enfant de maternelle va comprendre ce langage. Autre chose, verra-t-on un élève de fac répondre en tirant la langue à un élève de CE2? Que diriez-vous si vous entendiez ou voyiez ces scènes? Oui, il y a un côté pathétique, bien sûr, et pourtant. Entendrons-nous dire que l'élève de 6e est mieux ou pire que celui de maternelle ou celui de la fac? Sur quels critères? N'est-ce pas au plus expérimenté d'adapter un langage, un comportement approprié pour se faire comprendre, pour établir une communication, et non pas le contraire? Et pourtant. Alors, qui a raison? Qui a tort? Peut-on comparer? En appliquant ce point de vue au focus, personne n'est ni pire ni meilleur. Pourquoi? Car nous sommes la somme de nos expériences. Sommes-nous tous identiques? Non. La médecine nous l'a prouvé depuis longtemps. Nous sommes uniques, même les jumeaux. Êtes-vous parfait? Connaissez-vous une personne parfaite? Quand je dis personne, c'est un être humain incarné. Si oui, sur quels critères vous fondez-vous? Comme j'ai l'habitude de le dire dans mes consultations, et ça je le répéterai, il y a deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise nouvelle, parce qu'en principe on me demande toujours de commencer par la mauvaise nouvelle, vous êtes un être humain. La bonne nouvelle, vous êtes un être humain. Alors, où va nous amener cette affirmation?
Eh bien tout simplement que vous ne serez jamais parfait. Et oui, du moins tant que vous serez en tant qu'être humain sur cette terre jusqu'à votre dernier souffle. Je ne parle pas de ceux qui vont ascensionner dans leur corps de chair, et encore, ils ne seront pas parfaits. On reste sur terre. La bonne nouvelle est que non seulement vous avez le droit de faire des erreurs, mais que c'est grâce à elles que vous tendrez, caresserez la perfection. Le genre humain fonctionne et évolue de cette manière. Alors oui, on peut dire en effet que c'est sa marque de fabrique. Et du coup, c'est même sérieusement et vivement conseillé. Alors, plutôt que d'aller chez le médecin pour vous faire prescrire une ordonnance de pilule du bonheur, prescrivez-vous le droit aux bêtises, le droit à l'échec. Autorisez-vous à être ce que vous êtes, des êtres humains. Oui, alors vous allez me dire, oui, bon, ok, ça, on le sait, c'est pas nouveau. Eh bien, tant mieux si vous le savez. Parce que si vous le savez, d'entrée de jeu, vous êtes pardonné et vous vous aimez. D'entrée de jeu. Donc, vous pouvez passer à une autre vidéo. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Bien. Alors, pour ce qui reste, notre besoin de perfection est légitime. Et qui n'a pas entendu dit, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie et j'en ferai d'autres. Ok? Ou alors, beaucoup plus sage, grâce à mes erreurs, j'ai appris. Je vous le redis, et cette phrase, je vais vous la répéter. Nous sommes la somme de nos expériences. Alors, oui, comme nous sommes tous uniques et différents, nous rencontrons des personnes plus lentes ou plus rapides dans leur rythme physique ou dans leur capacité de compréhension, ou, pour prendre un exemple, j'aime bien les exemples, ça rend plus vivant, un élève capable d'une vivacité d'esprit en mathématiques et beaucoup plus lent en français, ou en musique, ou en sport, ou en géographie. Faisons une supposition. Si on disait, j'aime bien dire, si on disait, un peu comme les enfants, on dira que ces différences, eh bien, elles seraient une force. Est-ce qu'une salade de fruits est plus riche en saveurs si elle n'est composée que de pommes? Pourrait-on vivre dans un monde où tous seraient mécaniciens, où tous seraient dentistes? La différence est un cadeau et non une malédiction. Nous avons peur de ce que nous ne comprenons pas. C'est pas nouveau, c'est pas moi qui l'ai inventé, je ne fais que la répéter. Pourquoi j'en viens là? Je vais vous expliquer. C'est avec cette peur que nous avons brûlé des femmes par sorcellerie, exclu une copine parce qu'elle s'habillait ringard, créé des églises ou des bus réservés aux noirs, etc., etc. Tant que nous ne supporterons pas nos imperfections, nos différences, nous aurons peur du rejet. Nous chercherons la reconnaissance et verrons notre aspect unique, notre unicité, comme une tare. Est-ce que notre aspect unique est une tare? De sa naissance, à environ 3-4 ans, avant c'était beaucoup plus, un enfant vit sans son mental. Notre mental, notre corps mental, travaille de concert avec l'ego.
Ce dernier, qui fait prendre conscience à l'enfant qu'il est une personne distincte des autres, ne supporte pas l'instant présent. Cette absence de corps mental permet au petit d'agir dans l'instant présent. Et sa peur de l'échec n'est donc pas encore un blocage dans son évolution. Si le bébé qui fait ses premiers pas avait un mental ego, alors voilà ce qui se passerait. J'ai intérêt à assurer, hein, et surtout pas tomber, hein, parce que maman elle me course avec sa caméra, là, sinon je regarde au quoi, on va regarder un crétin, la honte, je te dis pas non. Finalement, je vais attendre encore un petit peu. Et se peut que de fil en aiguille, ce bébé refuserait de marcher par peur de l'échec. Alors franchement, hormis une maladie ou un accident, on n'a jamais vu un enfant refuser de marcher. Donc, vers l'âge de 4-5 ans, l'enfant entre dans le monde du mental. Depuis cet instant, commence la quête du Graal. Trouver, voir, entendre la reconnaissance chez autrui. C'est tout un programme. Ta-ta-tam. Ai-je bien dessiné, écrit, suis-je bon élève? Es-tu fier de moi? Etc. etc. Et plus tard, cette attitude se posera devant ses amis, en couple, patron, collègue, l'ego mental détient alors les rênes du pouvoir. Refusant le présent, il nous amènera dans une danse à deux temps. Un tour dans le passé, culpabilité, regret, honte, nostalgie. Et un tour dans le futur, projection, doute, angoisse, peur. Ce besoin de reconnaissance s'entrecroise avec le besoin de rentrer dans le moule. Moule. Cette quête est naturelle, car elle est issue, entre bien d'autres facteurs dont je ne parlerai pas ce soir, au lien que nous avons avec les mammifères. En effet, les loups, les chèvres et autres animaux vivent en meute, en troupe, en groupe. Seul celui qui est banni pour des raisons de domination, de maladie, est exclu. Sa survie est en jeu à ce moment-là, puisqu'il dépend naturellement d'un groupe. Exclusion d'un groupe égale punition, égale risque de mourir ou de ne pas pouvoir se reproduire, l'instinct de survie. Et cette action est encore dans la mémoire de notre ADN. Oui, alors sauf que parfois, il nous faut un petit rappel tel que je suis un être humain. Beaucoup savent, connaissent pour l'avoir expérimenté, combien il nous apparaît difficile de rester soi devant l'écrasante masse des pensées de nous, égrégore collectif. Que va-t-on dire de moi si devient le boulet au pied d'un prisonnier. Sauf que nous avons mis nous-mêmes ce boulet à notre pied. Et de Garlas, conjointement à cette peur du rejet, nous plions. Nous plions. On baisse la tête et on rentre dans le moule. Au fil des années, à force de plier, nous sentons naître une frustration qui peut se transformer en colère ou en peine, regret, culpabilité, quand elle nous a transformés en moutons tremblants, paissant dans notre confort d'un pré un peu trop carré. Mais, c'est sans compter sur les bizarreries du destin ou la loi de l'attraction. La fameuse loi de l'attraction.
Et vous êtes en train de certainement me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous parle d'un truc de tout sauf du pardon, de l'amour de soi. J'arrive, j'y viens, comme on dit chez nous, je pose, je vous plante le décor. Faut suivre. La science mécanique quantique ont enfin validé ce que nos géobiologues, nos ancêtres chamans et bien d'autres connaissent et utilisent depuis longtemps. Merci la science. Les fréquences vibratoires. Tout ce qui est sur cette terre émane une fréquence vibratoire, même les objets. Je parle des objets parce que c'est mort, techniquement parlant. La Terre vibre sur une certaine fréquence. Et tout ce que nous voyons, touchons, entendons, vibre à la même fréquence, plus ou moins, petit périmètre. Tout ce qui vibre beaucoup plus haut, beaucoup plus vite, devient invisible, inaudible et impalpable. C'est le principe des ultrasons, des infrasons, entre autres. Imaginez que vous surfez sur une onde radio de 90 FM. Bon, je ne fais pas de pub, je ne sais pas ce qu'il y a sur 90 FM. Ok? Eh bien, vous capterez les ondes radio, qui graviteront autour de 90 FM. Si votre fréquence est la peur, vous attirerez ces mêmes fréquences. Pareil pour la colère, mais aussi pour la paix, l'amour, etc. Nous sommes la somme de nos expériences. Pardon si je vous ai fait peur. Alors, Richard a posé une question. Y a-t-il un mode d'emploi, une technique, comme pour méditer, pour s'aimer, ou apprendre à s'aimer? Alors oui, Richard, bien sûr, il y a plusieurs façons de s'aimer. Elles sont toutes bonnes, pourvu que l'on ne s'écarte pas de l'équilibre. Et j'insiste sur ce mot, équilibre. S'aimer, c'est commencer à s'accepter tel que l'on est, mi-ombre, mi-lumière. Les jeux d'ombre et de lumière. Mais que serait une photo? Que serait un dessin? Que serait une peinture sans elle? Trop noir, trop sombre ou trop lumineux surexposé, bref, on ne verrait pas grand-chose. S'aimer avec nos défauts, nos imperfections et aussi accepter nos valeurs, nos qualités. Lutter contre, c'est tout simplement donner de l'engrais ou de l'élan à ce que vous n'aimez pas. Ça devient un focus, une focalisation. Vous lasérisez et vous ne voyez plus que cela. Et vous, en plus, vous attirez par l'effet des radios, 90 FM, vous attirez cela à vous. Moins vous les accepterez, donc plus vous les remarquerez chez le voisin. Loi de l'attraction. Effet miroir aussi. L'acceptation de ce qui est nous amène sur le chemin du dépassement de nos blocages. La paix. Lutter contre génère souffrance et non-résolution de nos problèmes. C'est pas parce que vous allez lutter contre un super défaut que vous allez résoudre ce défaut. Soyons objectifs. Alors, comme il n'y a rien de mieux que des exemples connus par des médecins, des scientifiques, d'accord, c'est des trucs très connus. Donc je vais vous en citer un. Un couple ne peut avoir d'enfant. Explicable ou non explicable, c'est pas là la question. Ils essayent tout, absolument tout. Rien ne fonctionne. Résignés, ils se tournent vers l'adoption. Et là, miracle.
Madame tombe enceinte. Résigner. Quel mot se cache derrière ce mot? Si ce n'est acceptation. Lâcher prise. On lâche tout, là, j'en peux plus. J'en peux plus, ok, c'est bon, je mets un mouchoir dessus, tout ça, je fais un gros package, je vais terminer, j'y pense plus. Vous connaissez la phrase? Suis-le, il te fuit, fuis-le, il te suit. C'est le principe du fameux lâcher-prise ou défocalisation. S'aimer, c'est donc lâcher prise sur ce que nous focalisons sur nous-mêmes. Ces focalisations peuvent être très très limitantes. Je serai heureux quand, dès que, je m'accepterai comme je suis quand, dès que. L'art de se persuader que le bonheur, s'aimer, ce n'est jamais maintenant, mais demain et avec des conditions. C'est une forme de procrastination, un horizon, un mirage. Combien de fois ai-je entendu? Je m'aimerais quand j'aurais refait faire mon nez, ou mes seins, ou quand j'aurais ceci ou cela. Le nouveau-né, sans jeu de mots, est là. Cette dame est toute contente. Elle a son joli petit nouveau-né. Et 6 mois plus tard, toc toc toc, je retrouve cette personne en butte avec le même mal-être. Je serai heureux quand j'aurai ma BM, quand j'aurai rencontré l'homme ou la femme de ma vie. 3 ans plus tard, cette personne voudra une Ferrari, normal, et le couple aura déjà des problèmes, voire peut-être même séparés. S'aimer ou être heureux ne dépend pas du verbe avoir, mais du verbe être. Oui, vous savez. Oui, mais je remets une couche. Sinon, nous serions des avoirs humains et non pas des êtres humains. C'est stupide, mais c'est logique. Chercher le bonheur à l'extérieur n'apportera qu'une illusion de bonheur. Un feu de paille. L'extérieur agit en effet miroir, tel un joueur de tennis qui joue seul contre un mur. Le rebond de la balle personnifie ce que vous avez à travailler, vous donne l'accès à votre intériorité. La récurrence des faits, surtout 3 fois, est une clé pour une prise de conscience. Qu'ai-je à comprendre? Et si s'aimer, c'était se pardonner d'être un humain et non focalisé sur l'ange que l'on voudrait être. Et si s'aimer, c'était se pardonner d'être un humain et non focalisé sur l'ange que l'on voudrait être. Oui, je fais exprès de le dire 2 fois. Question de Geneviève. Comment ma vie en sera-t-elle impactée? Qu'est-ce qui devient possible? Comment est-ce que cela va me transformer? De s'aimer, de se pardonner. Quand nous entamons ce processus de pardon à soi, qui est de l'amour, nous en constatons très vite les implications, les causes à effet. Je ne parle que de mes expériences, de mon vécu. Ces implications, ces causes à effet, sont la bienveillance, la souplesse, la douceur, compréhension, tolérance, patience, etc., etc. Bizarrement, nous nous retrouvons de moins en moins dans des situations hostiles. Bizarre, non? Et nous mettons tout naturellement de l'espace et de la distance, forcément, avec certaines connaissances, et nous faisons d'autres rencontres. Tiens, c'est étrange. Plus en relation avec ce que nous sommes devenus.
Nous nous renouvelons. Le mouton a-t-il peur de perdre sa laine? Le papillon ou la cigale regrette-t-il leur chrysalide? Rien n'est figé. Tout est mouvement et tout se renouvelle. Se renouveler est naturel. S'aimer, se pardonner est un acte d'amour dont l'impact dépasse encore les scientifiques et les médecins quantiques. On ne se rend pas compte. Ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas mesurable. Alors, pour répondre à la question de Pascal, je sens bien qu'en me pardonnant, je pardonne aux autres. Cela me paraît évident. Cependant, est-ce qu'en pardonnant aux autres, on arrive à se pardonner à soi? Oui et non. Tout dépend de la somme de tes expériences, Pascal. Certains commenceront par se pardonner, par commencer par pardonner aux autres, puis doucement aboutiront à leur propre pardon. Mais pour beaucoup, c'est commencer par soi qui lance le processus. Question Delphi. Cela fait environ 2 mois que je me suis pardonnée. Pourtant, je ne m'en même pas plus. Au bout de combien de temps peut-on sentir la validité de cet acte? Ben, je vais te dire, Elfie, ça sera quand ça sera. De toute façon, le mot « quand » n'existe plus. « Quand » est un mot qui déclenche stress. Dès qu'on dit le mot « quand », allô Ego, tu es là? Tu es bien là, hein? Tu me rassures? Quand, c'est une projection dans le futur. Ce n'est pas ici et maintenant. C'est donc une projection. Donc on va partir sur le principe que c'est déjà fait. Parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait dans ce qu'on peut appeler le subtil. Il faut du temps pour que ça descende. Sauf que tu ne le vois pas. À l'image de la graine semée qui pousse, grandit, mais qui n'est pas encore sortie de terre. Comme dit ma grand-mère, ben, c'est pas en tirant sur l'herbe qu'elle poussera plus vite. Hein? Ben, c'est ce qu'il faut. On lâche. On respire. C'est de toute façon dans les tuyaux. Il y a aussi notre réponse. Se pardonner avec le cœur et se pardonner avec le mental sont 2 choses différentes. Et nous sommes nombreux à tomber dans le piège. C'est du vécu. Voilà. Quand on se pardonne avec le cœur, on pratique un alignement vibratoire. C'est comme un axe vertical, corps, cœur, esprit. C'est un investissement total. Cependant, pensez à vous déformater avant de vous réinitialiser. C'est comme une mise à jour de votre ordinateur après l'avoir nettoyé. Nous pensons sûrement plus souvent à le faire sur notre PC que sur nous. Et pourtant, franchement, oui. Mère Teresa connaissait bien cet acte d'amour de soi. Elle commençait ses journées en priant pour elle. C'est pas très chrétien, ça. Hein? Mon Dieu, donnez-moi la force. Car elle connaissait l'importance, l'impact de sa vie, de sa santé, de sa bonne humeur, de son énergie envers les personnes qu'elle aidait, soutenait. Voici ses propres mots. S'aimer est un acte généreux. Elle a fait fort, Mère Teresa. S'aimer, penser à soi. Comment je me sens aujourd'hui? Quels sont mes besoins, mes désirs? J'ai beaucoup écouté dans ma vie, mais l'ai-je été?
Suis-je entendu? Suis-je dans l'échange? Suis-je dans le compromis ou suis-je dans la contrainte? Question de Justine. Faut-il s'aimer pour se pardonner ou se pardonner pour s'aimer? Oui, il y en a une autre aussi de Patricia que je vais mettre juste derrière, parce que ce sont de la même famille. Pourquoi est-il plus facile de pardonner aux autres plutôt que se pardonner à soi-même? Alors Justine et Patricia. Finalement, y a-t-il une différence entre s'aimer ou se pardonner? Ça, c'est vous qui voyez. Nous sommes tous et toutes capables de le faire. La preuve, qui n'a pas aimé et pardonné une personne dans sa vie? Oui, donc je vous entends penser tellement fort que j'en ai mal aux oreilles. Oui, oui, mais c'est plus facile de le faire pour les autres. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah ouais? Qui c'est qui a décrété ça? Pourquoi? Je suis pas sûre. Je vais revenir sur ce que je nomme le formatage. Un bain de phrases toutes faites dans lequel nous sommes tombés dès l'enfance, un petit peu comme Obélix dans la marmite de la potion magique. On en met un but rempli. Du style, penser à soi, ce n'est pas bien. Les autres d'abord. Moi après. Si. S'aimer, se mettre en avant, est orgueilleux. Péché. Le bonheur, ça se mérite. De toute façon, dans la vie, si t'en chies pas, t'arrives à rien. Hein. Et la liste est longue. Très longue. Certains ont l'impression même que toutes ces phrases bien pensantes sont nées avec l'apparition de la vie humaine sur Terre. Eh bien, moi, je dirais que c'est pas complètement faux. Car nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et ainsi de suite, depuis bien longtemps, ont reçu les mêmes instructions, le même formatage, qu'ils les ont dispensés à leurs descendants, et ainsi de suite, jusqu'à l'arrêt pour certains, et la continuité pour d'autres. Et j'en arrive à la mémoire transgénérationnelle. Notre ADN garde en mémoire celle de nos ancêtres, qui eux gardent la mémoire de leurs ancêtres, qui eux gardent... Ok, c'est direct. Merci! Non, je t'ai plus! C'est bon, j'en ai déjà fait avec ma propre mémoire, alors si en plus il faut que je... Ouais. C'est le pompon, hein. Bon, ça se nettoie, cela dit. Mais c'est pas le sujet de la conférence. Alors, j'imagine, je sais même pas du tout combien ça ferait de stockage mémoire, je sais plus comment on le calcule, sur un PC. Ça ferait combien ça de stockage mémoire? Énorme, énorme. Un exemple de mémoire transgénérationnelle, des mémoires qui ne nous appartiennent pas, mais on s'est coltine. Un jour, une femme souffrait de claustrophobie. Elle est très connue cette histoire. Hein. Rien dans sa vie ne le justifiait. Suite à une recherche en vue de créer un arbre généalogique, elle se découvre un aïeul qui était prisonnier au bagne en Guyane et qui, avec d'autres bagnards, ont été oubliés, abandonnés lors de la fermeture définitive. Des exemples de mémoire familiale, il y en a beaucoup. Je répète, nous sommes la somme de nos expériences et de celles de nos ancêtres. Nos ancêtres. Si je suis capable de pardonner à autrui, je suis donc capable de me pardonner, car mon cerveau a enregistré cette capacité. Il suffit d'appuyer sur le bouton off. Je ne peux m'aimer qu'en me pardonnant et en m'acceptant. C'est une règle d'or. Oui, mais... J'aime bien le oui, mais... Qu'est-ce que cela me rapporte? Question de lunelle. C'est quoi le but de cette démarche? Reprendre mon pouvoir
cessez de le donner aux autres. Donner sa vie aux autres en espérant que cet acte de don de soi, sera récompensé par une reconnaissance éternelle, mais pas vivre sa vie, mais une mission kamikaze, droit dans le mur. Et souvent on le répète plusieurs fois, droit dans le mur. Au bout d'un moment on a la marque là. C'est souvent à ce moment-là qu'on se dit stop d'ailleurs. J'aime cette personne car elle m'aime bien. J'aime cet homme car dans ses bras je me vois belle. Je reste avec cette femme car je me sens aimée. Pouvoir aux autres. Pouvoir aux autres. Et quand l'autre s'en va, se détourne de nous, il emmène avec lui notre pouvoir. Oh, ma beauté, je me trouvais si belle avec toi. Reviens, je me trouve laide. Reviens. Michel. Je l'ai vécu. Donc on se retrouve à ce moment-là face à nous-mêmes, nus, vides, tristes, avec une cécité sur ce que nous sommes, réellement. Et là, nous irons encore une fois chercher à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur. Une quête du Graal. Oh, miroir, mon beau miroir. Donner son pouvoir aux autres, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque l'on attend que l'extérieur nous apportera solution et bonheur. Reprenons la phrase des enfants, j'aime bien. On dira que c'est toi qui décides. Ouais, c'est moi qui décide. Je crois qu'il y avait une pub comme ça. C'est moi qui décide de ce que je suis, de ce que je désire être. Je me réapproprie mon identité, mes valeurs. La prise de conscience est magique. Oui, je l'affirme. Elle est le sésame, ouvre-toi de la vie. Que dire alors de la magie née de l'union conscience plus courage? Que dire alors de ceux qui posent des actes issus de cette union, conscience plus courage? Ne serait-ce pas s'aimer déjà un petit peu? Nous sommes la somme de nos expériences. Pour finir cette conférence, voici, si vous le désirez, votre carte d'identité du nouveau moi. Je suis un être humain. Je m'aime et me pardonne. Je ménage ma monture pour aller plus loin. Je m'autorise des besoins et des désirs. Je décide d'utiliser mon pouvoir sur moi-même. Nous sommes tous des petits bouts de chou, nous sommes tous des bichettes. Soyez doux, soyez en amour avec vous. Et quand vous avez réussi à dépasser un petit souci, un petit problème, même quelque chose de minime, c'est bien ma bichette, c'est bien mon chouchou. Félicitez-vous. N'attendez pas la reconnaissance des autres. Reconnaissez-vous vous-même. Voilà. Au revoir.